Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège ou encore le Tour de Lombardie. Ces 5 monuments font rêver tous les cyclistes du peloton professionnel de par leur distance, leur difficulté et ces courses mythiques donc sont très importantes aux yeux du public du cyclisme. Nous allons voir aujourd'hui donc si ces monuments sont réellement difficiles à aller chercher puisque généralement lorsqu'on regarde les tableaux et les classements d'arrivée sur ces grandes courses très importantes, on retrouve généralement les mêmes noms sur les podiums, sur la première marche du podium, des mecs comme Alaphilippe, Wout van Aert, Van der Poel, Pogacar plus récemment. Allez, sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton. C'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Alors pour ceux qui se le demandent, donc qu'est-ce qu'un monument? Un monument, donc c'est le nom qu'on va donner aux 5 plus grandes courses d'un jour pour le calendrier professionnel. Donc comme je vous l'ai dit en intro, donc, il s'agit de Milan-San Remo, la course italienne qui est souvent disputée à la jonction entre la saison hivernale et la saison du printemps. Ensuite, on va retrouver en deuxième, dans l'ordre du calendrier, le Tour des Flandres qui se dispute le premier week-end d'avril, le premier dimanche d'avril. À suivre dans cette campagne de classique en fait sur les pavés, donc comme le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Le week-end d'après, généralement c'est autour du 10 avril. Et ensuite, souvent, donc 2 semaines après, ou plutôt une semaine, on retrouve Liège-Bastogne-Liège qui se dispute en Belgique, dans la Wallonie donc. Et enfin, en fin d'année, on retrouve le Tour de Lombardie, le dernier monument, qui se retrouve donc généralement comme le dernier juge de paix d'une saison réussie ou pas. Les monuments sont de très longs classiques puisque généralement, en fait, ces courses seront parcourues sur entre 250 et 300 km. La plus courte, généralement, c'est Paris-Roubaix, qui est aussi entre 250 et 260 km. Par contre, Milan-San Remo, la classique italienne de début d'année, peut arriver jusqu'à 300 km. Et généralement, donc, avec le même final, donc avec la Cipressa et le Poggio. Et ces classiques donc, sont très compliquées, elles sont très légendaires, parce qu'en fait, elles ont tous un mythe à côté de leur course. Par exemple, Milan-San Remo, généralement, donc, la course est souvent lancée au Poggio, dernière difficulté avant l'arrivée à San Remo. Le Ronde van Vlaanderen, il est marquant avec ses bergs, donc ces montées très dures sur des pavés, avec les supporters donc flandriens en furie, complètement fous qui courent après les coureurs. Paris-Roubaix avec ses pavés, l'enfer du Nord, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Dans un premier temps, donc ces pavés qui sont très durs, avec la poussière quand il fait chaud, la pluie quand il fait froid, c'est hyper dur. On peut penser à l'édition donc 2021 où Sonny Colbrelli avait gagné sous la pluie, une édition dantesque et qui est donc une course légendaire, une course à part entière. Ensuite, Liège-Bastogne-Liège avec son enchaînement Wanne-Stokke et la haute levée, ces 3 côtes qui sont souvent en milieu de parcours mais qui font très mal aux organismes. Et bien sûr, dans cette 6e heure, donc, le franchissement de deux côtes majeures comme la côte de la Redoute et la côte de la Roche-au-Faucon, où généralement les hostilités sont lancées par les meilleurs coureurs au monde. Et enfin, le Tour de Lombardie avec son mur de Sormano, avec des pentes avoisinant les 15%, qui font très mal aux coureurs et qui marquent clairement le statut de monument de ce Tour de Lombardie, avec une difficulté hors norme, une distance du coup qui, comme je vous l'ai dit, se rapproche des 250-270 km. Donc voilà, ces courses-là sont très légendaires par leur typographie. Et ensuite, c'est les coureurs qui font la course, bien sûr. Et généralement, on assiste à des scénarios improbables. La course est difficilement prévisible et on assiste souvent à des surprises, comme on a pu voir donc, à Paris-Roubaix avec Sonny Colbrelli. C'est un bon coureur, Colbrelli, jusqu'à temps qu'il arrête sa carrière, malheureusement, sur un arrêt cardiaque. Mais généralement, on va prédire des gros noms, des mecs expérimentés. Et finalement, en fait, il y a des grandes surprises, même si on sait que justement, cette caste de coureurs qui gagnent ces monuments est très restreinte, en fait. C'est ce qu'on va voir donc dans cette deuxième partie de vidéo, avec cette catégorisation donc, de coureurs qu'on va appeler un peu les hommes de la 6e heure, puisqu'ils sont capables en fait de multiplier leurs attaques après ce franchissement donc, de la 6e heure, un cap très important donc, dans ces courses, ces monuments. Donc dans ces hommes de la 6e heure, donc, on retrouve généralement des punchers, à l'aise donc dans des montées très compliquées, donc plutôt courtes, mais avec des pourcentages très élevés, mais aussi donc des coureurs pavés. Bien sûr, donc c'est logique parce que, comme je vous l'ai dit, la typographie de ces courses sont souvent soit des courses vallonnées, soit des courses
pavées, comme Paris-Roubaix pour les courses pavées, ou bien les courses vallonnées comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie. Ces coureurs-là, en fait, ils ont la capacité, à partir de 250 km de l'arrivée parcourue, à pouvoir encore aller chercher quelque chose, en fait, à pouvoir remettre quelque chose, donner un max d'énergie, alors que généralement, en fait, déjà, à ce stade de la course, les équipiers tombent comme des mouches. C'était aussi un moment cette force-là qu'avait l'équipe Quick-Step, puisque l'équipe de Patrick Lefevere avait justement un bon nombre de coureurs capables de produire des efforts maximaux et très importants justement après cette 6e heure. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas parce qu'elle domine plus trop ces courses monuments, à part cette victoire de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège. Mais maintenant, du coup, on retrouve des équipes comme Jumbo ou quoi. Il faut aussi remarquer qu'en fait, ils ont des capacités physiques extraordinaires. Une étude a été faite à ce sujet-là, puisque en fait, ces coureurs-là, en fait, ils ne sont pas coureurs de monument par hasard. Tous les coureurs ne peuvent pas forcément en fait, être un coureur de monument. Donc voilà, c'est un peu la réponse à la question du début. Donc est-ce que c'est si facile de gagner les monuments? D'un point de vue physiologique, non. Parce que en fait, les coureurs qui gagnent les monuments, si on retrouve déjà les mêmes, c'est parce qu'ils ont une capacité à résister clairement à de nombreuses attaques à la fin d'une course. Pourquoi? Parce qu'ils ont une VO2 max très élevée. Donc la VO2 max, c'est la capacité à oxygéner donc ces muscles le plus possible et le plus longtemps. Donc forcément, plus ils sont oxygénés longtemps, plus justement ils sont en capacité de produire des efforts maximaux justement en fin de course, au bout de 6 heures. En général aussi, ces coureurs sont très expérimentés parce que dans ces courses-là, la gestion de la course est très importante. Quand on arrive à 250 km de l'arrivée, au bout de 250 km parcourus, clairement, il faut savoir gérer la course. Quand on est dans le peloton, si on fait trop d'efforts à vouloir remonter le peloton dans le vent, etc., on laisse des cartouches, comme on dit. Et donc si ces cartouches sont bien utilisées, si elles sont conservées jusqu'à la fin de la course, tout en réussissant à rester placé, en fait, c'est clairement un gain et c'est un point positif pour aller chercher des monuments tels que Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Tour de Lombardie, voilà, toutes ces courses que je vous ai citées. Alors maintenant, on peut quand même mettre une nuance à cela parce que généralement, les coureurs de monuments, ils n'ont jamais vraiment joué sur les grands tours, etc. Maintenant, on voit arriver une nouvelle vague de coureurs avec des mecs comme Pogacar. Et en fait, le problème, c'est que est-ce qu'on peut vraiment faire une généralité? Pas vraiment. Parce que Pogacar il est hors norme, j'ai fait une vidéo à ce sujet, à chaque fois que j'en parle, que je parle des actualités, en fait ces noms ils reviennent parce qu'ils sont souvent justement sur le devant de la scène. Donc ces coureurs-là, ils vont se détacher du reste du peloton parce que coureur de la 6e heure, ok, mais ils jouent quand même les grands tours. Sinon, j'ai pu vous montrer que les monuments sont très difficiles à gagner. Clairement, il va être difficile du coup de rentrer dans cette caste-là. Par exemple, Julien Alaphilippe, au début, n'arrivait pas forcément à aller conclure sur la Flèche Wallonne, qui n'était pas un monument, mais qui était une course très compliquée d'un point de vue des classiques d'un jour. Et il a réussi à rentrer dans cette caste-là, mais malgré tout, il a gagné qu'un monument, Milan-San Remo. Aujourd'hui, on veut intégrer de nouvelles courses à ce registre de monuments. On peut penser au Strade Bianche, avec ses chemins de terre sillonnant les routes de Toscane. Malgré cela, à cette course-là, par exemple, il manquerait de la distance. En fait, c'est ça. C'est que pourquoi ces courses sont légendaires? Parce qu'en fait, elles sont clairement uniques. On ne trouvera pas de Paris-Roubaix. Même si de courses pavées dans le nord de la France ou dans les Flandres existent également en course justement de préparation de ces monuments, n'atteindront jamais ce sommet-là. Sur cette vidéo, j'ai pu vous montrer qu'il était très difficile de gagner un monument de par les qualités physiques qu'un coureur doit acquérir. Donc cette expérience, la typographie des monuments est très compliquée, avec soit des pavés, des secteurs pavés très nombreux sur la course, des courses très vallonnées, un dénivelé positif très important. Sur Liège-Bastogne-Liège, on arrive presque 4000 mètres de dénivelé positif alors qu'on est juste dans une partie vallonnée justement de la Belgique, en Wallonie, mais on n'est pas en montagne. Alors que justement ce dénivelé pourrait s'apparenter à une étape de montagne. En tout cas, donc ces 4 premiers monuments de l'année sont déjà passés, puisque là voilà, on est en mois de mai, donc Liège-Bastogne-Liège est terminé il y a quelques semaines. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus pour résumer justement cette course-là et les courses qui l'entourent. Donc si vous voulez aller la voir, c'est juste ici. En tout cas, la prochaine, ce sera le Tour de Lombardie. En attendant, avec le Tour de Lombardie, on peut penser à l'Italie, puisque en ce moment, il y a le Tour d'Italie qui se déroule, le Giro. Au moment où je tourne, il y a eu 5 étapes de passé. Donc on est actuellement le jeudi.
Si vous voulez donc suivre ce Tour d'Italie, puisque je ne ferai pas forcément de vidéos quotidiennes à ce sujet sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, pour des résumés quotidiens justement de cette course très importante qui est le Giro d'Italia. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour poursuivre donc ces prochaines vidéos qui vont bientôt arriver. Des vidéos décalées comme celle-ci, un peu sur d'autres sujets que l'actualité cycliste en elle-même. J'espère que justement vous vous êtes amusés à regarder cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de la chaîne Peloton Panorama. Allez, salut à tous!